Merci beaucoup de m'avoir invité à partager des éléments de réflexion. Non, juste pour la présentation, j'ai pas une chaire d'éthique, mais effectivement j'enseigne les questions d'éthique à la Cato, à la fac de philo. Et puis, donc du coup, c'est vrai qu'un de mes champs d'activité depuis 25 ans de travail et recherche sont autour des questions de médecine et de santé et d'éthique. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de réanimation, décision d'arrêt de réanimation néonatale, pédiatrique et adulte. Voilà, donc je continue à travailler ces questions-là, mais c'est vraiment sur les questions de décision aux limites de la transgression d'un certain nombre de règles. Donc éventuellement, voilà, on est au cœur du sujet de la question de la responsabilité. Et puis par ailleurs, je dirige à la Cato un institut qui s'appelle l'Institut Vaugirard Humanité et Management, donc sur les questions plutôt d'entreprise autour des questions d'éthique et management. Voilà. Donc il y a aussi des liens en fait avec cette affaire-là. Bon. Ce que je vais essayer de faire, il y a une demi-heure, hein, c'est ça à peu près. Tu me diras le temps. Ce que je vais essayer de faire, hein, c'est donner quelques éléments finalement pour essayer d'éclaircir la tension qu'on peut rencontrer, et on l'a vu d'ailleurs du coup, je trouve dans les témoignages, la tension entre à la fois l'éthique professionnelle et la foi. Voilà. Et pas seulement la foi, mais je vais essayer de m'en expliquer, mais à la fois la tension entre l'éthique professionnelle et la foi, et puis on pourrait dire la morale d'appartenance à une communauté de pensée. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait là aussi la même chose. Hein. Donc il faut clarifier ça. Pour le dire d'une autre manière plus philosophique, mais là aussi ça a déjà été dit ici d'une manière ou d'une autre, hein, c'est la vieille tension qu'on retrouvait chez un auteur comme Max Weber entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction. Voilà. Et comment on articule ça, conviction et responsabilité. Quand je dis essayer d'éclairer la tension, ça veut dire que sans doute on est tous ramenés d'une manière ou d'une autre à être tendus dans cette tension à la fois, on pourrait dire personnelle, et puis tension, on pourrait dire sociale, hein, de l'exercice au fond de notre action dans une société, à la fois comme professionnel et comme citoyen. Donc moi j'aime bien le terme de tension, parce que ça veut dire que s'il y a de la tension inhérente à ça, ça veut dire que ça nous tend, hein, on pourrait prendre la métaphore de l'élastique, hein, c'est-à-dire que ça a une capacité de s'étendre jusqu'à un élastique, si vous le tirez il va rompre à un moment donné. Donc c'est toujours trouver au fond le bon niveau de tension dans lequel on s'installe pour vivre au fond ce qui peut parfois être au fond de réalités différentes ou à la limite éventuellement de la schizophrénie, hein, sans allusion à Sainte-Anne, etc. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'on peut vivre parfois des sensations d'être dans des mondes qui ne se rencontrent pas forcément, et pourtant qu'on a à faire coexister. Voilà. Donc il y a une forme d'élasticité. Hein. Penser que le rapport au réel est un rapport élastique, hein, ça veut dire c'est trouver les bons niveaux, au fond, d'élasticité de sa pensée, de son vécu, de ses représentations, et donc ce qui veut dire qu'il y a de la géométrie, hein, variable, hein, de l'ajustement. Voilà. Bon. Alors, ce que je vais essayer, donc, du coup, c'est de repositionner à ma manière, hein, et c'est évidemment, ce n'est que moi, ma représentation, et c'est sans doute discutable, à quoi nous sommes tenus au fond lorsque nous appréhendons une réalité à partir de la foi, à partir de l'éthique professionnelle et à partir de la morale de l'Église, au sens de la morale d'appartenance à une communauté de pensée particulière, etc. Et peut-être qu'on n'est pas tenu tout à fait à la même chose, et pourtant il faudra réussir à unifier quelque chose dans cette affaire-là, quitte à assumer les paradoxes. Et du coup, je me permets de citer
Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé en préparant, je me suis rappelé cette citation-là d'un philosophe qui s'appelle Tristan Engelhardt. Il disait « Il nous faut savoir accepter pour des raisons morales ce que nous réprouvons pour des raisons morales ». Ça c'est intéressant parce qu'on est au cœur, au fond, de la question de l'éthique d'une manière générale et puis de la question de l'existence d'une manière générale, c'est-à-dire on est face à ce que tu évoquais, c'est-à-dire la question d'avoir à décider quelque chose dans, on pourrait dire à la fois la tension transgressive possible, les ambivalences, les ambiguïtés, accepter pour des raisons morales ce que nous réprouvons pour les mêmes raisons morales. Ce qui veut dire que d'emblée, la solution n'est pas, la solution de la décision prise n'est pas immédiatement quelque chose qui est clair, qui est juste, j'y reviendrai, en forme d'obscurité ou de clair-obscur de la réalité. Alors, une autre manière de dire, c'est que dès qu'on parle de décision, d'action, de comportement, et je vous rappelle que l'éthique, étymologiquement, veut dire ethos, donc c'est le comportement, c'est la manière ordinaire de se comporter, donc c'est faire ce qui est attendu au fond de nous dans une société donnée, et c'est en même temps l'habitude ordinaire de se comporter, donc la compliance à ce qu'on attend de nous, et puis c'est en même temps la critique de cette compliance, c'est-à-dire la capacité à mettre en tension et en critique, c'est au fond ce que nous faisons ordinairement, sans même y penser, d'une certaine manière, parce que c'est tellement évident. Dès qu'on parle donc du coup d'éthique, on est ramené au fond à la question d'avoir à décider et à négocier avec les normes, les règles, les lois et les principes. C'est-à-dire qu'au fond, la question de la décision, au fond, la question de l'action, au fond, la question qui est votre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire agir en conscience, c'est-à-dire décider de quelque chose, au nom de quelque chose, et là aussi, ça peut être la géométrie variable, au nom de la foi, au nom de mon appartenance communautaire, au nom du professionnel, au nom du citoyen, etc. C'est assumer que ces gens dans un processus de négociation avec le cadre. Et déjà, si on dit foi, morale de l'Église, on dit professionnel, on dit citoyen, on a déjà au moins 4 cadres, dans lesquels il y a des sous-cadres. Enfin, c'est d'une complexité infinie, cette affaire-là. Donc on est pris, au fond, notre rapport à la question éthico-morale au sens large du terme, c'est d'emblée être introduit dans un espace de négociation. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que d'emblée, la question de la réponse apportée ne peut pas être immédiate. Elle nous est renvoyée, au fond, à cet exercice-là d'élaboration. Alors, on peut le dire dans un vocabulaire que parfois on utilise beaucoup dans l'Église ou dans certains groupes, etc., de discernement. Mais discerner, c'est pas discerner sans négocier. C'est entrer dans le processus d'avoir à négocier quelque chose. Bon. Négocier, c'est négocier quoi? C'est négocier dans un réel donné. Et c'est négocier dans un réel donné qui est d'une complexité, et je trouve que déjà les témoignages que vous avez apportés tout à l'heure montrent qu'il y a une complexité. On peut regarder tout ce que vous avez évoqué de multiples points de vue et avoir de multiples interprétations des choses. Dans un monde qui est incertain, non seulement il est complexe, mais il est incertain. Dit autrement, le réel qui est le nôtre de chacun, et pas simplement vous comme professionnel de santé, c'est d'abord un réel qui est marqué, teinté très profondément d'obscurité. C'est opaque. Le réel qui est le nôtre dans nos vies d'hommes et de femmes et de professionnels, etc., d'abord c'est d'obscurité. C'est obscur pour tout le monde. C'est obscur pour les patients que vous avez évoqués. C'est obscur, et puis c'est obscur pour vous, et puis c'est en même temps obscur, et c'est en même temps un peu éclairé. Donc la réalité qui est la nôtre, c'est toujours une réalité en clair-obscur. On pourrait le dire d'une autre manière, en demi-teinte. J'en aperçois un certain nombre d'éléments, je peux en dire un certain nombre de choses, et en même temps je ne peux pas tout apercevoir, tout dire de ce qu'est cette réalité-là.
Et moi je pense que c'est absolument capital de maintenir l'obscurité, l'opacité, au fond la résistance du réel dans lequel on est, pour pouvoir entrer dans une démarche qui est une démarche à la fois d'éthique et qui est une démarche de foi. J'ai pas dit, vous voyez, il y a de morale, hein, je vais y revenir. Mais dès qu'on est dans la foi et dans l'éthique, ça dit quelque part, me semble-t-il, comme engagement existentiel de mon rapport au monde, que le réel est un réel en clair-obscur. J'en vois des choses et une grosse partie, je n'en vois pas. C'est central, évidemment, pour la question de la décision et de la négociation, hein, parce que sinon, vous voyez, si le réel est clair, transparent, dissible intégralement, je n'ai pas besoin de négocier, c'est-à-dire je vais savoir ce qu'il faut décider, quoi. Ce qui pourrait être bien ce que la morale pourrait avoir tendance à nous inciter. Mais je vais y revenir pour m'expliciter. Donc, au fond, si la réalité qui est la nôtre est une réalité en demi-teinte, en clair-obscur, ça veut dire que je suis obligé d'accepter une tension, et c'est la tension de chacun, toujours, tout le temps, une tension entre ce qui est possible de faire et ce que je fais. Il n'y a pas immédiatement de correspondance entre le possible et le faire. C'est-à-dire, il y a du possible et on fait des choses et on va décider individuellement et collectivement. On reviendra sur l'intelligence collective que vous avez évoquée pour éclaircir des situations complexes. Mais ça veut dire qu'il y a un espace, au fond, entre ce qui est possible de faire et ce qu'on va faire réellement, pour un certain nombre de raisons. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des marges de manœuvre. Entre, quand on décider, c'est entrer dans un espace de questionnement parce qu'il y a des marges de manœuvre. Sinon, ce qui est possible, je le fais. Ce que je sais, la manière dont le monde doit être, alors c'est. Mais précisément, la question éthique au sens large du terme, et je reviendrai sur la question de la foi, bien que je ne sois pas théologien, et j'ai deux théologiens ici, donc je suis plus pardon, pas que deux théologiens, mais mes collègues qui vont intervenir, donc je suis très prudent sur le sujet, mais nous introduit d'abord dans cet espace de questionnement, cet espace de marge de manœuvre possible, pour traiter au fond la réalité qu'est la nôtre. Une autre manière de le dire, entre le possible, ce qu'on peut faire pour un certain nombre de raisons, ce qu'on va faire pour un certain nombre de raisons, cet espace et ce marge de manœuvre, il y a une interrogation pour qu'est-ce qui est souhaitable. Qu'est-ce qui est souhaitable pour qui? Dans un certain nombre d'exemples que vous avez donnés, moi je déciderais bien quelque chose, mais ça s'adresse à qui? C'est souhaitable pour moi, pour être en conformité avec mes représentations, mes valeurs, ou c'est souhaitable pour celui qui est en face de moi? Donc qui est le sujet de cette interrogation? Peut-être que les deux sont à mélanger, mais qui? Je sers qui dans l'affaire? Et puis, pourquoi? Au nom de quoi, d'une certaine manière? Et l'interrogation éthique, c'est ça. L'éthique, profondément, c'est, au fond, s'introduire dans cette tension-là, qui peut mettre en, je l'ai dit, nous mettre en élasticité jusqu'à rompre, voilà, mais il n'y a pas d'autre réalité que d'être, voilà, dans cette marge de manœuvre. J'essaierai de le dire d'une autre manière pour avoir une autre représentation autour de ça, mais qui va permettre, au fond, de décider de quelque chose dans une réalité obscure, et puis peut-être que ça ne vaut que le temps de la décision qu'on a prise, et que ce sera réellement vrai, parce que le réel est toujours un réel en mouvement, en dynamique, et se reconstitue en permanence. Alors, je voudrais du coup repartir de la foi, et c'est là où j'espère que mes théologiens seront indulgents sur ce que je vais essayer de dire, mais évidemment, il ne faut pas confondre foi et morale de l'Église. C'est une évidence, mais des fois, les évidences méritent d'être rappelées, parce que c'est surtout celle-là. Voilà. Donc, si j'essaie de définir ce qu'est la foi, et évidemment, la définir n'a pas beaucoup de sens, mais je dirais de mon point de vue, d'abord, la foi, c'est un engagement sous un triple rapport, c'est un engagement de son rapport à soi-même, de son rapport à l'autre, et de son rapport au monde. Pas seulement, dans une relation qui est articulée autour d'une transcendance
qui va structurer, au fond, ce rapport à soi, ce rapport à l'autre et ce rapport au monde. La transcendance, on peut l'appeler de plein de manières différentes, elle peut avoir plein de représentations différentes selon les... Mais il me semble que ça, c'est un élément important. Donc ce qui veut dire que la foi, si elle est un engagement dans cette triple dimension, c'est évidemment, de mon point de vue, d'abord la question d'une relation à soi, relation à l'autre, relation au monde, et à travers une relation à un dieu ou des dieux, voilà, ça dépend des courants, évidemment. Donc ce que je veux dire, c'est que si la foi est une relation et un engagement, on pourrait dire existentiel dans ces dimensions-là, la foi n'est pas d'abord une conviction. Elle est une relation et elle peut générer des convictions, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, c'est une modalité, au fond, de se rapporter au monde, qui va provoquer, évidemment, générer sans doute un certain nombre de convictions, c'est-à-dire des représentations, sur ce qu'est le monde et sur ce qu'il doit être. Ces convictions, elles vont prendre des formes, elles vont être mises en forme. Hein. C'est-à-dire la foi va évidemment être accompagnée de formes, de discours qui vont être aussi liés à quoi? Liés à une histoire, à une culture, à un contexte. Les représentations qu'on peut créer sur le monde, sur les convictions, etc., c'est articulé dans une réalité contextuelle. Pour le dire d'une autre manière, historique. Ça dépend des temps présents, appuyé sur une histoire d'une culture, de conflits politiques, d'idéologie, voilà. Et ce qui veut dire que dans les représentations et les formes convictionnelles, dans la fabrication de représentations, on va avoir au fond un certain relativisme. Je vais le dire d'une autre manière, puisque le terme de relativisme peut être ambigu, au fond, et nous introduit dans des interprétations. Au fond, il y a des interprétations possibles. Ce que Ricoeur appelait conflit d'interprétation, etc. Peu importe, mais au fond, le monde est un monde d'interprétation, c'est-à-dire de mise en forme, de création de représentations liées à, au fond, la vie d'une société et la vie des hommes. Et ce qui veut dire que nos représentations nécessitent quelque part une prudence sur la tendance à vouloir les absolutiser. Eh bien, on commence à distinguer foi et culture et morale, parce que, évidemment, l'une des formes, des représentations qu'on va créer, c'est quoi? Ça va être la morale, c'est-à-dire autour sur la question des comportements en particulier. Il va y avoir des normes, au fond, qu'on va produire, des normes d'action, voilà, qui correspondent aussi à des représentations anthropologiques sous-jacentes d'une certaine époque, etc. Alors il peut y avoir du continuum au décours de l'histoire, des fondements, de l'universalité, etc. Mais il n'empêche qu'il y a de la contextualité, de l'historique, et que les normes, elles sont au fond le fruit de notre propre histoire. Il ne faut jamais l'oublier. Et nous le savons tous, puisque les normes de nos grands-parents ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Voilà, les grammaires anciennes morales des sociétés ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Il y a peut-être de la constante, mais il n'empêche que ça bouge. Donc ça, c'est un élément central, parce que ça veut dire que si on garde la mesure que, au fond, nous sommes traversés par des normes qui sont relatives, interprétatives, culturelles et historiques, ça veut dire que ça positionne un rapport à ces normes-là qui ne les absolutise pas comme le premier et le dernier mot de la vérité du monde, et de l'action, et de la décision. Bon. Je reviens sur la foi. Là, pour rentrer plus peut-être sur la question de la foi au regard du christianisme, qu'est-ce qui peut être... au fond, un élément déterminant de ce rapport au monde
de ce rapport à l'autre et de ce rapport à soi au regard de ce qu'est la foi dans le christianisme. Alors je vais le dire, moi, ma représentation de ça, hein, ou ma conviction, et puis elle peut ne pas complètement être partagée, etc. Mais il me semble que ce qui va être une caractéristique assez centrale et spécifique de la foi dans le christianisme, c'est qu'elle est une foi absolue dans la liberté. Il me semble que ce qui va être un élément fort du christianisme, et ce n'est pas exclusif du christianisme, hein, sans doute, hein, mais en tout cas du christianisme, c'est que le christianisme est d'abord une invite à un rapport de relation qui rend libre et qui sacre très profondément la question de la liberté. On pourrait dire que la liberté dans la foi chrétienne est une condition anthropologique de départ, et qui va nous instaurer dans, au fond, un principe de relation de liberté au réel obscur dans lequel nous sommes. Je vais le dire d'une autre manière, pour faire un lien là, du coup, pour sortir progressivement de la question proprement théologique et basculer sur la question plus philosophique. Je le dirais, comme Ricoeur le dit dans un texte qui s'appelle « Avant la loi morale, l'éthique », il dit « Au commencement est la liberté ». Et ça, c'est central. Au commencement est la liberté. Comme point d'entrée de cette question de la relation A, là encore, je redis, un rapport à soi, rapport à l'autre et rapport au monde, la liberté est, au fond, le point d'entrée et le point final de cet engagement de l'existence des hommes et des femmes dans la foi, dans leur rapport au monde, à eux-mêmes et à l'autre. Liberté, ça veut dire du coup deux choses. Hein. C'est liberté dans la relation. Ce point est de mon point de vue, absolument décisif. Hein. C'est-à-dire qu'elle nous introduit dans une relation de liberté. Et je vais essayer de faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, donc de détente par rapport à ça. Hein. Une relation de détente, hein, donc de liberté, et puis de liberté dans le rapport à la norme et à la loi. C'est-à-dire, si au commencement est la liberté, vous voyez bien que c'est une liberté avec les représentations et les mises en forme contextuelles et historiques, normatives, les règles d'une société à un moment donné. Au commencement n'est pas la loi. Au commencement est la liberté. Ça change tout, parce que ça nous introduit dans un rapport à la loi et à la norme qui va nous obliger à poser la question que tu évoquais de la transgression, c'est-à-dire du rapport et de la décision au regard des normes qui s'imposent à moi. Donc, il me semble que la foi nous libère d'un rapport absolutisant, rigoriste, du rapport à la norme. Et la foi même nous introduit dans ce rapport libre et détendu d'avoir à décider quelque chose dans les cadres qui s'imposent à nous, qui sont, dont j'ai dit qu'ils étaient multiples, et à se décider au regard de ces cadres-là. Cette liberté est absolue, ce qui veut dire que la norme n'est pas absolue. La norme va être l'objet, au fond, d'une j'ai dit tout à l'heure, de négociation, hein, d'un ajustement, d'une décision sur les normes, à la fois pour les produire, mais aussi pour les mettre ou pas en application, dans un réel qui est un réel en clair-obscur, et donc qui ne se confond pas et qui ne se fond pas dans les normes, et dans les lois et dans les règles. Ça veut dire, il me semble que la foi comme liberté, comme rapport libre dans la relation, et je le redis de cette manière, détendu dans la relation. Au sens, hein, d'ailleurs, si on n'est pas détendu dans la relation, d'emblée, ça veut dire qu'on a quelque chose à défendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au fond, accueillir complètement ce qu'est la liberté de l'autre. Hein. Donc il faut absolument être détendu dans la relation. Une relation presque, on pourrait dire, sans enjeu. De ne pas dire qu'il n'y a pas à réintroduire de la norme, etc., et de la responsabilité autour de ça. Mais ça veut dire que le rapport premier de celui qui se revendique quelque part de la foi est celui qui va accueillir au fond
d'abord, dans nos réalités, d'abord l'incroyable possibilité d'être libre. Et libre aussi de négocier avec les normes et les lois, et les principes. On va voir jusqu'à un certain point, parce que c'est précisément ça qui va être un enjeu de la question éthique, jusqu'où je négocie, etc. Donc, la question derrière, hein, en tout cas ce que ça induit, c'est que décider, se redécider sans cesse, et ça, moi je pense que c'est central, en éthique, nous nous redécidons sans cesse. La décision n'est pas une fois pour toutes. Elle n'est jamais, au fond, serrée dans le cadre normatif, quand bien même il y en a un et c'est nécessaire qu'il y en ait. On se redécide sans cesse à nouveau frais, parce que jamais la réalité obscure ou en clair-obscur n'est jamais complètement la même de ce point de vue-là. Et donc c'est une redécision sans cesse, qui est une décision qui incarne au fond ce principe fondamental de la liberté. J'oserais dire, même si c'est peut-être limite, que au fond, l'autre nom de la liberté, c'est la décision. Et évidemment, ça engage pour que cette décision rende libre l'exercice de la responsabilité. Alors, deuxième point, et sans doute qu'il faut que j'accélère, hein, 10 minutes, d'accord, je reviens sur le Ricoeur, parce qu'il est sans doute celui qui a bien clarifié les choses, en tout cas réintroduit un certain nombre de distinctions entre morale et éthique. Je vous invite à lire, et puis je pourrais vous fournir peut-être ce texte que vous connaissez, mais Avant la loi morale l'éthique de Ricoeur dans l'Encyclopédie universaliste, qui est très clair, hein, un texte complexe mais très clair, hein, dans la distinction. Il rappelle que, au fond, ce qu'on appelle la morale, c'est un rapport strict d'application de la loi par pur respect de la loi. Au fond, la morale, c'est être compliant à la loi, parce que la loi, c'est la loi. Être compliant à la norme, parce que la norme, c'est la norme. Sans espace, on pourrait dire, d'interrogation de la norme. Donc, c'est un rapport, au fond, d'application qui traduit la liberté, je force un peu le propos, bien sûr il faut être sans doute plus nuancé que ça, mais qui traduit la liberté comme un acte, au fond, de compliance. J'applique. Parce que la norme est, au fond, le fruit de notre culture, avec toujours le risque d'une absolutisation, du coup. Et dès que je suis dans l'absolutisation, vous voyez bien, je vais au fond... comment on peut dire, lier la liberté, nier une partie de la liberté. Ricoeur, ce que dit Ricoeur, c'est que, en fait, on n'entre pas en éthique par la loi, on entre en éthique par la question de la liberté. Et il le développe, et je le développe très brièvement en essayant de le traduire en disant il y a 3 pôles qui vont être centrales et qui sont des constituants anthropologiques de notre rapport au monde. On entre toujours en éthique, d'abord par le pôle du jeu, dit-il, à la première personne du singulier. Je me veux libre. Ce qui fait notre humanité, et c'est là où, me semble-t-il, ça rejoint la question de la foi de mon point de vue, c'est d'abord je suis libre. D'abord je suis une liberté en acte et je me veux libre. Ça, c'est un élément déterminant. Ricoeur dit, c'est une croyance, hein, c'est pas effectif, hein. C'est toujours au fond un combat, d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire j'ai toujours à attester par les œuvres que je suis libre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en commençant par cette déclaration forte, radicale, d'un point de vue anthropologique et existentiel, je suis d'abord libre, c'est-à-dire je suis d'abord délié d'une certaine manière, et j'ai toujours à décider de la manière dont je vais exercer ce constituant de liberté qui est le mien. Je vais évidemment pas avoir une liberté absolue. Hein. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel je suis est immédiatement un monde qui va rencontrer un pôle du tu, dit-il, c'est-à-dire au fond le fait que je coexiste avec d'autres et qu'il y a d'autres jeux en face de moi. Des jeux JIE, hein, d'autres premières personnes du singulier qui, elles aussi, sont d'abord des libertés qui cherchent à s'attester
à s'incarner, pour le dire plus théologiquement, de ce point de vue-là. Et Ricoeur dit, du coup, ce pôle du tu m'oblige à quelque chose. Ça m'oblige à quoi? Ça m'oblige, au fond, à considérer l'autre comme un équivalent de moi-même, et donc, en tant que liberté, je ne peux que vouloir que ta liberté soit. Mon rapport à l'autre est d'abord un engagement que la liberté de l'autre soit, à l'équivalent de ma propre liberté. Ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'on imagine bien que d'emblée, il peut y avoir un certain nombre de tensions, parce que l'autre n'est pas le même que moi, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, parce que les motivations ne sont pas les mêmes, parce que les représentations ne sont pas les mêmes, parce que je suis transgenre, pour reprendre le débat tout à l'heure, eh ben, c'est radicalement pas... etc. Et donc, il y a là quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire que ce rapport de moi-même à l'autre est immédiatement une tension de vouloir que la liberté de l'autre soit. Ça nous introduit dans un rapport, évidemment, particulier, comme point d'entrée de la réflexion pour pouvoir décider et négocier quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du souhaitable, du pour qui, on voit bien. Du coup, il y a la question du qui est l'autre en face de moi, qui est, que je ne comprends peut-être d'ailleurs pas, qui est radicalement une obscurité ou un clair-obscur, une réalité très, 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 très opaque et obscure. Voilà. Évidemment, c'est pas ce rapport de jeu à l'autre, au tu, n'est pas complet si on n'ajoute pas, dit Ricoeur, le pôle du il, c'est-à-dire le il, c'est-à-dire il dira un pôle neutre, c'est-à-dire au fond un pôle qui des normes, des cadres, qui ne disent pas simplement le rapport interpersonnel entre moi et un autre, mais qui viennent, au fond, être le fruit d'un bordage, pardonnez-moi cette expression, mais de la création d'un bord normatif qui me dépasse, qui est le fruit d'une histoire, d'un contexte, etc., qui représente peut-être l'institution politique, la culture. Donc, bref, cette négociation entre un je et un tu, dans une négociation des libertés pour rendre libre l'autre à l'aune de sa liberté, va se jouer évidemment, bordé dans un cadre. Donc nous jouons au fond notre liberté, notre décision, notre négociation dans les limites d'un cadre. Alors un cadre, vous voyez bien, qui va être immédiatement m'obliger à quelque chose. C'est-à-dire je ne décide pas tout possiblement d'une infinie liberté dans le rapport à l'autre et à moi-même, ça va être dans les limites d'un cadre. Et ça va nous permettre de revenir sur la question d'éthique professionnelle, de ce point de vue-là. Et je vais négocier le cadre. D'ailleurs, précisément, la liberté, c'est la négociation du cadre. Au fond, quand il y a un cadre, qu'est-ce que ça vient dire? Ça ne vient pas clore, au fond, le réel. Ça vient ouvrir l'espace, le petit espace de négociation entre le bord intérieur et le bord extérieur du cadre. Au fond, quand il y a une norme, quand il y a une limite, quand il y a une règle, je suis toujours ramené à être sur la ligne de crête de la norme, de la règle, de la loi, du principe, sur le bord intérieur ou sur le bord extérieur, pour revenir sur la question de la transgression. Je suis sur un petit espace de négociation, d'exercice de la liberté. Au fond, une norme, une règle, ça dit quoi? Ça rend visible les écarts possibles à la règle et à la norme. On a l'habitude de penser que la norme et la règle vient dire la limite, alors qu'en réalité une norme et une règle ouvrent l'espace de négociation sur l'écart possible à la règle et à la norme. Pourquoi? Parce que le réel dans lequel on est bouge, les réalités bougent. Ce qui veut dire que, vous voyez bien, on ne peut pas absolutiser la norme et la règle comme stricte application. De ce point de vue-là, la morale ne suffit jamais. Et il me semble que la morale, au regard d'ailleurs de la foi, ne suffit jamais. Parce qu'elle pourrait vite contraindre, stériliser, empêcher la norme d'être une invitation à la décision d'une liberté et à exercer cette inventivité, cette créativité par rapport au réel.
Donc, gardons en tête, en tout cas c'est la proposition, qu'on n'est pas dans le bon rapport à la norme quand on pense qu'une norme, ça s'applique. Le bon rapport, si vous me permettez cette expression-là, le bon rapport à la norme, c'est de réouvrir l'espace d'interrogation sur le bord intérieur et le bord extérieur. C'est-à-dire de se décider dans l'écart possible à la norme, pour un certain nombre de raisons. Alors non, si je fais le grand écart, hein, on est sur des transgressions qui vont être très compliquées. Hein. Vous voyez bien. Dont on n'est pas forcément prêt, dont la culture n'est pas suffisamment prête pour intégrer. Voilà. Et donc, il y a une irrecevabilité des transgressions d'un certain nombre de normes quand c'est trop large, d'une certaine manière. Mais tout le travail de l'éthique, c'est d'essayer précisément de se situer dans cette petite marge de manœuvre d'interrogation de la pertinence des normes au regard de ce qu'on est en train de faire. Alors, je clôt, parce que le temps est passé, mais vous voyez bien sur la question d'éthique professionnelle. Dans le rapport à mon appartenance, au fond, de foi et mon appartenance de représentation morale. Ouais, les cadres, on va avoir un conflit des cadres, d'une certaine manière. Et ce que je voudrais souligner, j'ai pas trop le temps, mais peut-être qu'on en discutera du coup, c'est au fond que en tant que professionnel de santé, je vais être contraint par un certain nombre de cadres. La société va les discuter, ces cadres-là. D'accord ? Mais je vais d'abord être contraint, dans l'exercice d'un cadre plus grand, d'un pôle d'une société, qui a sa dynamique, qui évolue, qui change de culture, de contexte, etc. Et ça m'oblige en tant que professionnel. Ce qui m'oblige en tant que professionnel, c'est pas ma morale personnelle ou convictionnelle d'appartenance communautaire. Ce qui m'oblige, c'est d'abord l'éthique professionnelle, au regard d'un certain nombre de bonnes pratiques qui sont travaillées dans une intelligence collective, dans des débats multiples et complexes sur l'évolution du monde, etc., avec lequel je suis d'accord ou pas d'accord, mais il n'empêche que quand je suis un professionnel de santé, j'y suis au titre de quoi ? D'un diplôme qui m'est confié dans une société donnée, avec une fonction à remplir un certain nombre de cas pour le bon fonctionnement d'une société. Au nom de quoi ? Au nom d'une représentativité et au nom de l'usager ou des citoyens, peu importe, hein, mais je suis d'abord tenu à l'éthique professionnelle. Le cadre premier dans lequel mes éthiques convictionnelles vont être éventuellement mises en tension. Mais si mon éthique convictionnelle est mise en tension, ne perdons pas de vue qu'elle est mise en tension avec un arrière-fond d'abord fondamental, qui est la question de la liberté. Comme point central, et peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter de la question de la clause de conscience que vous avez évoquée, hein, etc. Une liberté pour l'autre et au nom de l'autre, de ce point de vue-là. Donc, le rapport entre l'éthique convictionnelle et l'éthique de responsabilité, quand je suis un professionnel, c'est d'abord le rapport, alors, à la fois d'obligation d'exercice des règles normatives professionnelles et en même temps de questionnement. J'ai dit l'éthos, hein, c'est ce qu'on attend de nous et c'est en même temps ce qu'on peut questionner hein, d'un point de vue critique. Mais elle prime évidemment sur la question de ma morale d'appartenance communautaire. Elle rentre en tension. Je dis volontairement primée, hein, mais elle rentre en tension. Avec quoi derrière au regard de la foi ? Car la question n'est pas d'être dans une morale, la question d'abord est dans une relation à, soit l'autre et le monde dans lequel nous existons, d'abord comme une affirmation très profonde de l'exercice de la liberté. Et ça, c'est un levier, me semble-t-il, extrêmement fort pour pouvoir porter et assumer la négociation interne que nous avons tous à faire dans les tensions entre nos convictions, qui peuvent être mises à mal, etc., et l'obligation, au fond, au titre de l'exercice dans une société d'être un professionnel, d'être soumis à un certain nombre de règles avec lesquelles, éventuellement, je ne suis pas d'accord. Reste à savoir que l'enjeu est de décider de quelque chose et de négocier de quelque chose qui rend libre l'autre, d'abord, et qui, de ce fait-là, par le fait que je le rends libre, me rend libre au regard du réel dans lequel je suis. Voilà. Passionnant. La première question m'est venue sur votre description du clair-obscur.
Et vous dites qu'on on commence à négocier en éthique parce qu'on a une vision de la réalité en clair-obscur. Donc, je ne suis pas philosophe, mais je crois savoir qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une philosophie spéculative. Finalement, c'est les Grecs et ceux qui avaient recherché une causalité au monde et à l'ordre des choses. Et à partir des Lumières, apparaissent des courants matérialistes qui réfutent cette causalité, qui disent on ne peut que se fonder sur ce qu'on voit, ce qu'on prouve là scientifiquement. Donc, sachant que l'éthique, c'est ce clair-obscur qui nous vient d'un monde ancien, est-ce que cette éthique est accessible aux gens qui ont une philosophie purement matérialiste? Est-ce que si je ne crois pas en une causalité, quelque chose qui gouverne ce monde, un état de nature, etc., est-ce que je peux faire de l'éthique, finalement? Oui, alors, ce que je veux dire, je vais juste prendre je ne vais pas répondre directement, je vais prendre une image, hein, d'accord? Vous voyez bien que la réalité qu'on est en train de traiter ici, quand on la dépose par les cas, par exemple, que vous avez évoqués, d'accord? On la met au centre, hein, d'accord? Vous voyez bien que du simple fait, alors c'est une image, hein, du simple fait de la regarder de votre point de vue, de votre direction, c'est pas la même. Donc du simple point de vue par exemple, l'exemple que tu évoquais, etc., si je la regarde d'un point de vue médical, si je la regarde d'un point de vue du citoyen, ce que vous avez fait, si je la regarde d'un point de vue de je ne sais pas quoi, etc., du point de vue du juriste, je ne parle pas de la même réalité. D'abord, la réalité est singulière. C'est, au fond, d'abord, toute réalité est un certain point de vue sur le monde. C'est-à-dire, vous voyez bien, et donc la question n'est pas la question de la cause ou pas de cause. La question, c'est, j'entre toujours dans le réel d'un certain point de vue. C'est pour ça que la question, au fond, le réel est toujours une interprétation multiple. Les sociologues parlent de rationalité limitée. Crozier, je vous invite à lire L'acteur et le système de Crozier, Michel Crozier, hein, c'est juste l'introduction du bouquin, les 20 pages suffisent à la limite, tellement elles sont claires, non mais elles sont une clarté forte, mais il dit au fond, voilà, on est toujours dans une rationalité limitée. C'est-à-dire, toujours le réel est un certain point de vue. C'est ce que vous vivez toujours quand vous discutez avec vos collègues, votre femme ou vos enfants, ou j'en sais rien. Hein. Au fond, d'abord, on parle de quelque chose et on parle d'un certain point de vue, et le fait de parler va permettre de l'ajuster, et éventuellement de mesurer les contradictions, etc. Donc, quand je dis que le réel est toujours un réel en clair-obscur, il est structurellement d'abord profondément différent. Du fait de votre position. Alors, là, j'ai essayé de le dire d'un point de vue spatial, hein, d'accord? Mais l'expérience, vous mettez un objet ici en face de nous, ben, c'est pas le même en fonction de la position, on voit pas la même chose. Et c'est toujours comme ça. Et dans l'existence, alors là, pour revenir sur la question des choix des individus, des options préférentielles que les gens font, avorter, pas avorter, contraception, je reprends les questions qui ont été posées, ben, vous voyez bien que c'est d'abord d'un certain point de vue. Et ça, c'est central de l'acté. C'est-à-dire, au fond, je ne suis pas maître absolu du réel dans lequel je suis. Parce que sinon, c'est un coup de force, sinon il n'y a plus de liberté. Et d'abord, c'est faux d'un point de vue épistémologique, c'est faux. Le réel, c'est d'abord un conflit d'interprétation d'un certain point de vue et d'un ajustement. C'est pour ça qu'il y a de l'historique, l'histoire, la culture, elle s'ajuste par des négociations, des évolutions, etc. Regardez la question de la nature. La nature, bon, bah, ouais, le débat sur... la nature, elle peut être exprimée très différemment. Hein. Et donc, à faire de l'argument de la nature un argument absolu, etc., ben, ouais, ça se discute. Dit autrement, le réel se discute. Et c'est pas un choix, c'est un fait. Voilà, c'est un fait
Alors, je peux penser que le réel est mu par une cause, etc. Je peux penser que le réel est juste, l'homme est juste de la matière, etc. Et notre réalité consiste à entrer dans cette épreuve, on pourrait dire, de diversité, de représentation, et d'ajuster, de construire des représentations qui progressivement deviennent sans doute plus pertinentes du fait d'avoir acté cette diversité de représentation. Donc ça suppose de ne pas absolutiser. Moi, je cite souvent dans mes cours François Julien, un bouquin qui s'appelle Le sage et sans idée. Je commence mon séminaire de master à partir de ça, en leur lisant. Le titre du livre, c'est Le sage et sans idée. Et je dis, il dit, le sage est sans idée, non pas qu'il n'en ait pas, mais il n'en avance aucune. Il s'en interdit aucune. Il s'en interdit aucune. C'est central. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est la sagesse de la foi, comme expérience de la liberté. Bien sûr, je pense qu'il y a des limites, il y a des normes, il y a des trucs, des frontières qu'il ne faut peut-être pas dépasser, etc. Mais a priori, je m'en interdis aucune. Parce que précisément, il n'est pas sûr que je comprenne bien ce que je suis en train de dire quand je suis en train de le dire. Non, mais peut-être que l'autre, dans son expérience, me permet de me réouvrir à quelque chose que je n'avais pas encore expérimenté, compris, etc. Et je ne sais pas si ça a répondu à, pardon, un peu long sur la réponse, mais ça c'est capital. C'est vraiment une question de manière d'entrer dans le rapport au monde. D'abord, le monde est quelque chose que je ne comprends pas. C'est central dans la question de la relation. C'est pour ça que moi je crois que dans la question de l'éthique et de la foi, c'est central. D'abord, je ne comprends pas l'autre, donc je ne peux que commencer à l'approcher. Moi j'ai tendance à dire à l'approximer. L'approcher, voilà, d'être dans une approximation dans la question de la relation. Dans la relation, on ne sait pas ce qui est en train de se produire. Il se produit quelque chose qu'on n'avait pas même imaginé. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on aime quelqu'un. Tout d'un coup, on est autre que ce qu'on imaginait, et puis on y voilà, donc cette espèce de processus qui nous déborde, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas maîtres absolus, je vais le dire d'une autre manière, et je clôt là-dessus, qu'on ne se prend pas pour Dieu. Et le problème d'une morale communautaire peut être parfois que la morale se prend pour Dieu, en prise directe. Et c'est nier la réalité d'un monde d'interprétation. Donc la conviction peut être le début de l'enfer. Parce qu'on ne peut pas résoudre cette question-là. On voit bien les tensions. D'abord, ça veut dire qu'il y a des tensions. D'accord ? La question, c'est comment on mène le débat. C'est ça qui est un enjeu. La question n'est pas d'être dans l'affirmation d'une position. La question, c'est comment j'entre dans le débat pour pouvoir le construire. C'est compliqué parce que vous avez raison qu'il y a des rapports de force, il y a des combats idéologiques, il y a des etc. Mais quels que soient les résultats de ça, ce qui est intéressant, c'est que la responsabilité, d'abord, c'est d'entrer dans le débat. Donc c'est une certaine manière de construire le débat. Et ça, c'est compliqué, parce que vous voyez bien que si j'entre dans le débat, c'est pour ça que j'ai essayé de dire ça, si j'entre dans le débat par la morale, ça ne marche pas. Entrons dans le débat d'abord par l'expérience, l'affirmation de la question de la liberté. Et là, on peut reconnaître un certain nombre de choses. Moi, il se trouve, je suis membre du conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine, donc les débats dont vous parlez sont très vifs. Il y a moyen d'entrer dans une intelligence collective prudente, etc. Les débats parlementaires sont extrêmement... les commissions, en tout cas, sont très, comment dire, discutantes, intelligentes, etc. Après, on est d'accord ou pas d'accord sur le résultat de la décision politique, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais comment j'entre dans le débat avec cette question de la liberté et du fait... Pardon, je suis un peu long, mais c'est capital. Habermas, que mes collègues connaissent, Habermas, dans l'éthique de la discussion, dit la chose suivante. Une discussion, de mémoire, une discussion, c'est
À partir du moment où je discute, c'est l'acceptation de me plier à l'argument qui sera reconnu comme étant l'argument le plus fort. C'est-à-dire, au fond, ça c'est capital sur responsabilité et conviction, hein. C'est-à-dire, si je commence à discuter, ça veut dire, je commence par reconnaître que mes convictions ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire, je commence par reconnaître qu'il va peut-être falloir que parce que je suis rentré en discussion, je vais obliger de bouger sur mes convictions. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'intelligence collective et de débat public, donc c'est un rapport de force, et dans le rapport de force que vous évoquez, il est perdu, c'est évident. Ah, c'est évident, je ne sais pas, mais... Pardon. Toute dernière question, je laisserai le micro. Vous parliez du coup de la liberté début et fin, du pôle tutu chez Paul Ricoeur, et donc je reviens à la question de l'intentionnalité, qui est un terme légal et qui est décrit dans la loi. Donc, la question que je pose dans un contexte... Quand vous dites dans la loi, c'est vous parlez de Leonetti, oui. C'est ça. Donc, sachant qu'on est dans un contexte d'association chrétienne, est-ce que l'intentionnalité, c'est pas juste la reconnaissance d'un sentiment, finalement, d'amour pour son prochain, puisque c'est... quand je ne sais pas, je ne pourrais pas punir quelqu'un d'avoir agi par amour, finalement. Et est-ce que c'est parce que la loi reconnaît dans cette intentionnalité, cette liberté finalement d'aimer son patient un peu et de dire bon ben je pense que pour lui c'est mieux ça. Oui, enfin, je suis pas sûr de bien comprendre la remarque. Si j'essaie de le ramener à ce que j'ai essayé de dire, hein, l'intention première dans le rapport à l'autre, c'est comment ça rend libre l'autre. D'accord ? Mais comment ça le rend libre ? Je vois que ça oscille de la tête, donc je précise. Ça le rend libre dans une négociation à des limites et un cadre. Mais c'est d'abord comment je rends possible, au fond, l'autre dans son existence. Donc sur la question que vous évoquez, qui est la question des limitations, arrêts, etc., ben, bien évidemment que le réel est complexe et donc il y a des marges. Et on ne peut pas, sur cette question-là, être dans un formalisme pur, mécanique. C'est-à-dire qu'on aurait, au fond, des règles, des lois, des cadres, etc., qui feraient qu'on appuierait sur un bouton et qu'on aurait la réponse. Non, c'est d'abord la question d'une relation complexe entre des individus qui vivent quelque chose extrêmement complexe pour tout le monde, et que l'éthique consiste à négocier ça. Et par contre, il faut effectivement quelle est l'intention derrière. Et une intention, elle est en même temps trouble, parce que faire le bien de l'autre, vouloir l'autre, etc., c'est trouble. Et en même temps, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a une marge de manœuvre, et que c'est de la responsabilité du professionnel. Reste à savoir, parce que je clôt là-dessus, mais évidemment, et par rapport à ce que tu évoquais, la question c'est que dans la complexité et l'incertitude, ça veut dire qu'il y a un travail de décision qui est une négociation d'intelligence collective. Sinon, je finis par me prendre pour Dieu. C'est ce qui peut se passer parfois dans des logiques euthanasiques où un médecin se prend à la fois pour le directeur d'hôpital, le juriste, la famille, je me prends pour tout le monde. Donc ça veut dire ça m'introduit dans l'obligation d'une intelligence collective. Et s'il y a de l'intelligence collective, je ne sais pas absolument quelle est d'emblée, a priori, la bonne décision. Je la construis à plusieurs avec l'incertitude. Et donc, du coup, elle amène à quelque chose qui peut être transgressif. Qu'on n'absolutise pas forcément, mais qui, dans cette situation présente, pour un certain nombre de raisons présentes, précises, avec ces gens-là particuliers, une décision a été prise au bord intérieur ou extérieur du cadre que j'évoquais. Et c'est la question, au fond, de la responsabilité de la vie de l'ensemble des acteurs qui ont circulé autour de cette situation-là. Ça ne fait que leur appartenir. Après se pose la question, est-ce que ça oblige à normer de nouveau, etc. C'est une autre question. Mais je ne sais pas si l'Esprit Saint nous dit tu feras ça. Non, alors là je suis prudent parce que là encore, toutes les réserves devant tous les théologiens présents. Il y a un discernement, je crois. S'il y a d'Esprit Saint, il y a une invitation, mais qui ne dit pas ce qui invite à
en conscience, c'est agir en conscience, hein. Agir en conscience dans le sérieux de la complexité de ce qu'il y a à vivre, etc. Non, est-ce que ma parole, ou la parole de ma communauté, de mon groupe, etc., est-ce qu'elle est crédible et légitime? Et ça veut dire qu'il y a une interrogation sur la forme de la parole. C'est-à-dire, est-ce que la manière dont je parle dans l'espace public rend crédible, et est-ce que le discours rend légitime ce que je suis en train de dire? C'est une sacrée interrogation, par exemple, sur tout le débat sur la PMA, etc. Je ne me prononce pas sur le fond, hein, mais il y a une interrogation sur la forme. Est-ce que les formes d'expression, de contestation, de certaines formes de mise en objet de l'autre à travers la PMA, par exemple, est-ce que cette expression-là est crédible? Parce que si elle n'est pas crédible, sortie du débat, c'est point final, hein, c'est terminé. Hein. Et est-ce qu'elle est légitime? Bon, moi je travaille dans des comités d'éthique, si ma parole est idéologique dans un comité d'éthique, je suis sorti du débat. Bah, comme un psychanalyste serait sorti du débat, comme un philosophe qui serait idéologique dans un débat où on produit un certain nombre de réflexions normatives sur l'évolution, etc., serait sorti. Donc il y a la question de la légitimité, la crédibilité de la parole et donc de la forme. Quelle est la forme? Comment les gens nous regardent quand on investit l'espace public, le débat public? C'est une sacrée question. Hein. C'est la même chose pour un homéopétal. Ce que tu racontais hein, par rapport à la question... il y a peut-être des homonymes d'hôpitaux qui ne sont pas crédibles parce que la manière dont ils entrent au fond dans l'espace public qu'est l'hôpital n'est pas recevable. Et donc du coup, c'est des modalités de fonctionnement aussi des institutions d'église, etc. Donc, ou d'autres institutions si le propos ne portait pas simplement là-dessus.